Merci à tous les trois, merci au Club de la Presse de nous accueillir et d'organiser ce 25e anniversaire. Bienvenue d'abord à vous tous et puis merci de votre participation à cette soirée anniversaire. On est ravis de vous accueillir. Cette soirée, on va la dédier, si vous le voulez bien, à l'ensemble de tous ceux qui, depuis 25 ans, ont fait l'histoire de notre association. C'est un chemin parcouru qui a été long et pas toujours simple, il faut bien l'avouer. Mais aujourd'hui, donc, au nom de tous ceux qui se sont investis depuis 25 ans, je suis fier de célébrer cet anniversaire et qui plus est, ici à Chaumont. Merci donc, cher Serge, de passer cette soirée avec nous. C'est un honneur et en même temps un plaisir. Merci tout d'abord de l'invitation. Dire au président, dire à l'ensemble des administrateurs et vous dire, Serge Moati, le grand plaisir que j'ai d'être à vos côtés ce soir et que nous avons d'être ensemble ici. Faire le lien entre Chaumont et vous tous. La première présentation du projet de Chaumont, c'était fin janvier, début février 2008. Chaumont, c'est une superbe aventure. Il y a régulièrement, au niveau de la région, comme au niveau national et international, un accompagnement de ce projet, un portage de ce projet par la presse qui est extraordinaire. Vous en êtes, on vous doit une partie de la réussite parce que manifestement, la presse a toujours et rend toujours compte avec beaucoup de ferveur, beaucoup de tension de ce qui se passe. Sachez qu'il n'y a pas de vie démocratique, il n'y a pas de développement de la politique au bon sens du terme, sans communication, sans des femmes et des hommes qui sont des passionnés. Vous en êtes, je veux vous en féliciter. Merci. Serge Moati, quand on s'est croisé dans le jardin tout à l'heure, je vous ai dit, comme ça, bille en tête, vous m'agacez. Vous m'agacez parce que vous savez tout faire ou presque, et généralement ça agace un peu ça, ce genre de choses, en tout cas moi. Vous êtes journaliste, réalisateur pour le cinéma, pour la télévision, vous êtes acteur, écrivain, documentariste, communicant. La première fois qu'on vous voit, c'est au cinéma. C'est assez étonnant. Les 400 coups. Truffaut était très gentil. J'avais 12 ans. Et j'avais rempli une petite annonce dans France Soir à l'époque. Jeune metteur en scène, il avait 26 ans. Cherche jeune enfant pour un film. Il me fait passer un bout d'essai. Et je lui dis que je veux être metteur en scène plus tard quand je serai grand. Et je devais avoir le rôle principal, vous vous rendez compte? Ah oui. Je ne l'ai pas eu comme l'histoire peut-être le retient. Mais il a eu la gentillesse de me faire venir 15 jours pour une réplique sur le plateau. Mais vous avez été militant anarchiste, puis affilié à SFIO. Et à cette occasion, vous rencontrez François Mitterrand. Je le rencontre quand il prend la tête du Parti Socialiste en 1971. Vous savez que Mitterrand détestait la télévision. Vous savez? Du tout. Bon, on se rend compte comme ça. Je représente pour lui la haine vivante. Enfin, c'est-à-dire qu'en 71, donc il est nommé premier secrétaire du Parti Socialiste, il est élu, ouais. Et il n'était pas du tout socialiste. Hein. Bon, d'accord. Et il arrive un vendredi soir, dimanche soir, il est patron du Parti socialiste. Formidable. Moi, je trouvais ça salut l'artiste. Bon. Et il devait faire une émission le soir même. Et il ne voulait pas y aller. Enfin, c'était une catastrophe, enfin, etc. Et quelqu'un lui dit, alors il dit, dans ce parti, là, comme ça, dans ce petit truc là, il n'y a pas quelqu'un qui connaît un peu la télévision pour me dire comment il faut faire, tout ça, etc. Et il y a un type qui vient, le petit là-bas. Bon, je n'étais pas bien vieux, hein. Et il vient vers moi, comme ça, il vient vers moi. Je ne sais pas l'imiter, hein, je ne suis pas comme Johan Gillet qui travaillait avec moi, qui est un imitateur formidable. Et donc il vient me voir, comme ça, et il dit, alors on me dit que vous faites de la télévision? Enfin, je dis oui, je bricole un peu, je fais des... Bon. Mais c'est vrai que je travaille depuis que j'ai 17 ans. Et donc il me dit, alors venez avec moi, je déteste ces gens, je déteste la télévision, je trouve ça absurde, mais puisqu'il faut y aller, on y va. Ça a été un cauchemar, c'était un cauchemar. Il refusait de serrer la main des opérateurs, il refusait de serrer la main du président de l'ERTF de l'époque. Moi, déjà que ma carrière était chancelante, je me suis dit, je suis absolument foutu. J'arrête tout de suite, enfin, je vais arrêter. Enfin, bon. Et donc, on fait cette première émission, et puis on ne s'est pas quitté jusqu'à sa mort. C'est-à-dire que je l'ai petit à petit réconcilié avec la télévision, un peu avec... Il appelait ça un œil noir. Qu'est-ce que c'est que cet œil noir? J'ai essayé de lui expliquer que derrière cet œil noir, il pouvait y avoir d'abord des gens qui allaient voter pour lui, donc à la limite, bon, et que c'était pas forcément mauvais, hein, et qu'il y avait peut-être même des jeunes femmes derrière cet œil noir. Allez savoir. Et ça lui a plu. Son œil a frisé. Son œil a frisé. Il y a vraiment. Je dis oui, on ne sait jamais. Il peut y en avoir. Bon, alors d'accord. Alors là, ça, bon. Et alors, en 81, le débat de 74, comme vous le savez, était une catastrophe. Catastrophe. Pour les plus anciens d'ici, ils s'en souviennent peut-être.
Pour les plus jeunes, je lisais mes bouquins. Et donc en 74, c'était une catastrophe. Giscard avait été très, très, très bon. Et en 80, il ne voulait pas y aller. Et pour moi, la chose maintenant, voilà, j'arrête, la chose intéressante et pour moi touchante, c'est qu'on se retrouve dans la loge avant le maquillage. Il avait très peur, hein, il était très, très angoissé. Et très, on se retrouve seul dans la loge de maquillage, et personne. Il était maquillé, j'étais assis derrière lui, vous voyez, comme dans Limelight, où il regarde un miroir, il y a des ampoules comme ça. Et moi, je suis derrière lui, comme ça. Je ne sais pas du tout quoi lui dire. Donc un long silence s'installe, fait de gêne réciproque et d'affection de ma part, et lui de méditation. Le temps passe, toc, 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 toc. On entend l'horloge là. Puis il était genre 5 minutes avant que ça commence, quoi. Et je ne sais pas ce qui me prend. Je lui parle de mes parents morts. Mais je ne sais pas, là, c'est diabolique. J'avais un maître lui-même, lui, et je lui parle de mes parents morts qui auraient été si fiers de me voir près de lui, lui qui allait devenir le président socialiste de la France, le premier président socialiste français. Mes parents étaient des militants socialistes, mais ils étaient morts quand j'avais 11 ans. Et là, à ma grande stupéfaction, Mitterrand, dans sa glace, me regardant donc comme ça, dit « Continuez ». Et là commence un dialogue magnifique. Il me parle de ses parents enterrés au cimetière de Jarnac. Et je vous jure que c'est vrai, Mitterrand se met à pleurer dans la glace. Et arrive le président de l'ORTF, les conseillers politiques, tout ça, etc. Et Mitterrand en larmes. Et alors là, c'était une scène atroce. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? On me dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Je me suis dit, je suis foutu. S'il gagne, je vais être dans un goulag social-démocrate, très loin, très écarté des lieux de pouvoir. Enfin, ça va être un cauchemar. Et là, Mitterrand, génial, dit, Serge m'a dit exactement ce qu'il fallait me dire. J'adore raconter l'histoire politique de mon pays. J'adore ça. Et j'adore filmer la politique en coulisses. Enfin, j'adore ça. C'est une passion honteuse que j'avoue là publiquement ici, dans ce magnifique château de Chaumont-sur-Loire, où je fais mon outing. J'adore filmer les coulisses du monde politique, mais ça fait très longtemps que je fais ça. Grâce à l'invention d'une petite caméra vidéo qui n'existait pas avant, où il fallait être grand technicien pour avoir une caméra. Moi, je suis nul. Et donc, à partir du moment où il y a des petites caméras comme celle que vous tenez, mademoiselle, un type, c'est-à-dire pas très doué techniquement, pouvait s'infiltrer et se faire oublier là où il allait filmer. Alors j'ai commencé à faire ça en 86 et demi, législative de 86. Quelle est votre définition du journaliste? Je sais pas, j'ai dit ça la fois dernière à Laurent, il m'a regardé un peu goguenard. C'est, je pense, quelqu'un qui, pas comme moi, vérifie et vérifie sans cesse la même info. J'arrive à dire à des rédactions de faire ça, mais moi je ne sais pas le faire, forcément ça m'ennuie. J'adore les gens qui prennent des risques physiques, les journalistes. Reporters de guerre. Oui, j'aime bien ça. Je les ai côtoyés quand j'ai couvert la guerre du Vietnam et lorsque j'ai rencontré Madame Collot-Dumont à Bucarest, où je filmais la révolution roumaine. Et j'ai eu le plaisir de vous rencontrer, chère Madame, lorsque vous officiez dans le poste de conseillère culturelle à l'ambassade de France. J'ai filmé des guerres au Proche-Orient, j'ai filmé des trucs comme ça. Là, j'ai vu des vrais journalistes. Moi, je ne me sens pas vrai. D'ailleurs, je me sens vrai rien. Je me sens faux tout. Mais c'est peut-être ce qui fait que je continue. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas content de ce que je fais. Je suis toujours content du prochain film. J'espère que le prochain film va être mieux que les anciens, etc. Et je ne me dis pas, tiens, je suis ça, je suis fier d'être ça, etc. Sinon, j'aurais arrêté depuis longtemps. On n'est pas obligé de tirer une fierté de tout ce qu'on fait non plus. Non, mais il y a des gens qui se sentent légitimes partout. Moi, je ne me sens pas légitime. C'est peut-être une des conséquences de l'orphelinat, si vous voulez. Je ne me sens pas légitime. Le Pen, vous et moi. Oui, c'est le titre d'un film que j'avais fait en 2003 et que j'ai gardé. Parce que Le Pen, vous et moi, c'est Le Pen, c'est Le Pen. Vous, c'est nous tous, là. Et une partie de moi-même qui, lorsque je parle et pose des questions, moi, à Le Pen, dit « Mais comment tu peux accepter ça? Comment écoute, arrête, réagis, je sais pas quoi. » Et c'est une opinion publique par rapport à Le Pen. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un vous collectif, comme un chœur antique grec. Et donc c'est Le Pen, vous, c'est comme des dialogues. Hein. Le Pen, vous, moi. Et puis vous avez appris à le connaître, vous l'avez côtoyé, vous avez tourné ce premier film. 25 ans. Vous écrivez le livre. 25 ans de tournage. Oui. Vous vous tutoyez, on se comprend? Parfois, oui. Qu'est-ce qu'il évoque pour vous au point d'écrire un livre après avoir déjà tourné un film? Le Pen, c'est une partie de l'histoire de France. Une partie de l'histoire de France vue de l'autre rive.
celle de l'extrême droite, l'autre rive pour moi. C'est-à-dire comme la Loire, là, c'est l'autre rive. Mon père a été arrêté par des Français d'extrême droite, du PPF, et livré aux Allemands. Donc j'ai une raison très personnelle de m'intéresser à eux. Le truc du bouquin, c'est ça qui est curieux, c'est que le personnage dans la vie, je le dis, et ça écœure et exaspère les gens de bonne conscience, la BCU, la bonne conscience universelle, je dis qu'il est assez sympathique dans la vie. C'est quelqu'un qui a marqué cette histoire de France, qui quitte la scène politique, là. C'est pour ça que le film qu'on a fait avec Johan, qui sort le 14 octobre, s'appelle Adieu Le Pen, parce que c'est vraiment un adieu. Le 21 avril 2002, il était mélancolique, il n'avait pas envie d'arriver au pouvoir, comme chacun sait, ça arrivait trop tard dans sa vie. Il disait, où est ma division d'Es-Reich, où ils sont mes panzers, où ils sont... Bon, et moi je disais, c'est vrai, ils sont... Et où il est mon Premier ministre, qui va être secrétaire général de l'Élysée, enfin des trucs comme ça. Et moi j'étais pris dans l'atmosphère du truc, quoi. Donc j'y étais, quoi. J'y étais. Et il chantait, après, il buvait trop, un coup de trop. C'était très érotique dans les bureaux, des gens baisés, comme ça, etc. C'était tout à fait étonnant comme scène, parce qu'il y a un côté Visconti, les damnés. Enfin bon, il y a un côté comme ça. Et moi, j'étais là, comme ça, avec ma petite caméra, comme ça. Et c'était formidable, quoi. Et à un moment, j'appelle ma femme. Et il était genre, je sais pas, 21h30, 22h. Et elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe autour de toi? J'entends des gens qui se marrent. Je dis, bah oui, mais moi aussi, ça m'échappe. Elle me dit, mais comment tu peux te marrer? Ben, je dis, mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, enfin, Le Pen est au second tour, me dit-elle. Et moi, je dis, oui, et alors? Elle me dit, mais enfin, tout Paris est dans la rue. Oh, j'avais l'air d'un con. Je me rendais même pas compte, tellement j'adore filmer l'autre. Tellement, c'est ce que je filme qui m'intéresse. C'est pas d'être dans la distance par rapport à ce que je filme, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez? On est clivé quand on tourne. Les gens qui ne comprennent pas ça ne devraient changer de métier immédiatement. Pour moi, le conseil que je pourrais donner à des jeunes gens qui veulent faire ce métier, c'est quand tu filmes, tu es complètement avec l'autre. Et tu respires au rythme de l'autre. Tu es avec lui. T'es pas distant, t'es pas... Alors on appelle ça l'empathie chez Moatti, je vois les articles, enfin bon. Mais peut-être, l'empathie c'est entrer dans la tête, c'est pas la sympathie, c'est autre chose, c'est entrer dans la tête, c'est essayer d'entrer au maximum dans la tête des gens pour essayer de raconter leur histoire. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse, me passionne, me fascine, etc. Ça, oui, ça me fascine. C'est pas les gens qui me fascinent, c'est le ça qui me fascine. Voilà, donc ce bouquin raconte 25 ans de ce type de rapport entre ce type-là, qui maintenant quitte la scène, hein, il a 86 ans, et moi, voilà, 68 ans. La caméra lentement se rapproche de moi. J'ai commencé à faire des films quand j'avais 12 ans. C'est vrai en plus. Et j'en ai vu des heures de rush, et j'en ai vu des souvenirs, j'en ai vu des machins, etc. Donc le montage, par exemple, c'est la mise à plat et la critique du tournage. C'est classique. Le tournage, c'est la critique du scénario. C'est-à-dire, on part d'une idée, on dit voilà, je vais faire ça. On tourne, ça se passe jamais comme prévu, c'est la critique de ça. Et le montage, c'est la remise à plat de ce qu'on a tourné. C'est-à-dire une sorte de prise de distance. Et quand vous parlez de lui, qu'est-ce qu'il en dit? On se fâche régulièrement. C'est-à-dire que le dernier, là, en 2003, on s'est fâché. Pendant un an, on a boudé. Il m'a boudé. Et il avait fait un article, il avait dit, je suis très déçu par Serge Moatti, très déçu. Et moi, je dis, oh, c'est terrible, je suis déçu. Et là, on a fait un grand journal ensemble. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur Canal+. Là. On était ensemble, hein, on était l'un à côté de l'autre. Bon. Et le journaliste, comment il s'appelait? Je sais plus. Enfin bon, le journaliste qui fait ça, Antoine Decaune. Et Antoine Decaune dit, alors, vous avez lu les livres de Serge Moatti? Je suis très déçu. Ça a recommencé, j'ai eu envie de me marrer. Je suis très déçu. Il est trop prisonnier de ses lobbies et de ses choix partisans. Bon. Et voilà, donc on va se bouder là pendant un an. Ouais, c'est prévu ça? Oui, ça fait partie du truc. Classique. Oui, ça fait partie du truc. Et puis, je pense que à la fin du film, vous verrez, je lui dis adieu, vraiment. J'en ai eu marre. Quand il a fait le coup de la fournée sur Bruel, là où ça vous dit quelque chose, qui est la cause de la fâcherie avec sa fille, enfin, le prétexte de sa fâcherie avec la fille.
Je me suis dit, putain, pardon de parler comme ça, mais je me suis dit, merde. La première fois que je le rencontre, c'est suite du Point de détail. Comme quoi son inconscient, il gueule, il hurle, son inconscient crie, son inconscient cogne à la porte de son conscient. Et il recommence à dire la fournée pour Bruel, etc. Bruel qui s'appelle Benguy, il dit, je ne savais pas qu'il était juif. Eh oui, ta sœur, tu ne savais pas. Et donc là, ce que je dis dans le film, quoi, j'en ai marre. Et ce que je dis dans le bouquin, je lui dis, c'est une lettre que je lui fais à la fin, je le tutoie, je lui dis, t'es vraiment indécrottable, mon pauvre ami, hein, tu peux pas t'empêcher. Bon, salut, adieu Le Pen. Vous voyez, les films et le bouquin se terminent pareil. Est-ce que c'est ça qui détourne aussi le lecteur de la presse? On a là, avec vous, une forme d'authenticité. Vous mettez carte sur table vos rapports avec Jean-Marie Le Pen. Oui. Or, on sait bien, enfin, nous, on fréquente aussi un certain nombre de politiques, mais ça, on ne l'écrit pas, et on n'écrit pas ce qu'on... Oui, c'est ça. C'est ça qui m'énerve. Vous voyez, vous avez tout à fait raison. Non, mais là, je comprends. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que j'ai parlé à plein de journalistes qui m'ont taquiné sur les antennes. J'ai fait le tour vraiment des plateaux et des machins, et qui, à la fin des émissions, me disent « Je suis absolument comme toi ». Je dis « Ah bon, alors pourquoi tu ne l'as pas dit ?»« Je suis absolument comme toi, il est très marrant dans la vie, Le Pen, en question. » Alors, quoi ? Ils passent leur temps à bouffer avec les hommes politiques, à les tutoyer, à aller dans les mêmes restos. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Parfois avoir les mêmes femmes, mais ça, bon. Et quand ils sont sur un plateau, ils font les genres, on se connaît pas, on machin, etc., etc. Moi, ça m'énerve. C'est pour ça que peut-être que je ne suis pas journaliste et que j'ose dire ce qui se passe en coulisses, ce qui est pas du tout ce qu'on croit. Comme je ne me vis pas comme journaliste, encore une fois, j'ai raconté un making-of de 25 ans de proximité avec un homme politique. Vous voyez ? C'est un livre sincère pour moi. C'est un livre honnête. C'est un livre vrai pour moi. Quelle différence vous faites avec un autre ouvrage qui relatait la vie intime d'une femme avec un homme politique et qui, lui, a été totalement vilipendé et dont l'auteur a été totalement exécuté, si je puis dire. Est-ce que vous vous mettez sur le même niveau qu'elle ? Non, j'ai très peu fait l'amour avec Jean-Marie Le Pen. Très peu, quoi. Nos rapports ne sont pas uniquement sexuels. Enfin, je ne sais pas comment vous dire. Il ne m'a jamais demandé en mariage. Et moi non plus. Et donc, ça n'a strictement, pardon, mais aucun rapport. Le livre, c'est surtout une biographie de Le Pen. Et il y a des moments de making-of. Bonsoir Serge, je vais me risquer un exercice devant 200 personnes, ce qui est rare pour moi. Je voulais vous remercier Serge parce que c'est vous qui m'avez donné envie de faire des films. C'est vous qui m'avez beaucoup inspiré. Et quand je vous entends sur la proximité de l'homos politicus, comme je dis souvent à mes camarades de Tourangeau, je retrouve un peu moi ce que je vis auprès des politiques. Alors ce soir, je voulais vous dire un très grand merci parce que c'est grâce à vous que j'ai pris la caméra et que j'ai fait des films. Merci. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Très touché. À l'heure aujourd'hui où tout le monde est caméraman, tout le monde a un téléphone dans sa poche, tout le monde peut poster sur n'importe où. Et tout le monde se dit journaliste, on lit tout et n'importe quoi, on voit tout et n'importe quoi. Pour demain et pour ce qu'on vit aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous évoque dans la relation à l'information d'une façon générale ? J'ai vu l'arrivée des petites caméras. Et les gens qui tournaient à 3 ou 4, quand ils m'ont vu arriver tout seul, ils devaient se dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce mec qui vient arriver tout seul ?» Bon, c'était pas bien perçu, hein, forcément. Là, maintenant, chaque fois que je fais un plan avec ma petite caméra, je me retourne, je vois 300 mecs avec ça. Ils tournent... Bon, parmi eux, il y a peut-être les futurs films. Alors, le problème, c'est qui filme et comment. C'est bien sûr ça, il y a une question de talent. Pour un homme comme vous qui avez toujours pris beaucoup de soin à justement avoir des entretiens sérieux avec des gens en leur demandant l'autorisation, en ayant toujours une caméra ouverte devant eux clairement, oui. Ça... Je vole pas ce que je filme. Ben, là, ils volent, mais peut-être que de ça naîtra des œuvres. Enfin, je ne sais pas, naîtront, pardon, des œuvres. Si j'étais journaliste dans la presse écrite, je m'inquiéterais de l'avenir de la presse écrite, si c'est ça que vous voulez savoir. Oui, je m'inquiéterais de cet avenir-là par rapport au réseau et tout ça. Que moi, je lis de moins en moins de journaux, par exemple. C'est quand même très inquiétant. Ouais. Vous voyez, c'est épouvantable. Et je regrette énormément. Je ne pouvais pas, moi, terminer une journée sans avoir au moins acheté Libé, Le Monde, quoi, tous les jours. Et ça m'ennuie, ça me
pose problème. Enfin, vraiment, ça m'ennuie beaucoup. Et je constate que je ne suis pas le seul à dire ça.